présente les secrets du Kanban. Ah, c'est la bouteille d'eau, je suis certain. Donc, comme dans mon langage à moi, je prononce le mot Kanban. Peut-être que chez vous, vous prononcez Kanban. Mais ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ça vient, en fait, c'est un mot japonais d'origine. Et qu'est-ce que ça signifie, Kanban? Bien, à la base, c'est un signal visuel. Et il y a un art qui s'appelle l'art du Kanban au Japon. En fait, ce sont des enseignes de magasins, de restaurants ou peu importe. Donc, l'origine du mot, ça nous dit, en fait, c'est un signal visuel. Et vous avez certainement chez vous aussi des signaux visuels qui vous permettent de voir à quoi sert telle ou telle enseigne. Des restaurants, des pharmacies, peu importe. Donc, l'important, c'est le signal visuel, c'est la visualisation. Donc, c'est de là que vient le Kanban, la visualisation. Maintenant, à l'origine, chez Toyota, pour certains, vous savez certainement, Toyota qui utilise les systèmes Kanban depuis un certain temps. La carte Kanban est le signal visuel dans cette approche. Il y a aussi les tableaux. Nous, on utilise en agilité les tableaux Kanban. Donc, encore une fois, la visualisation. Et il existe aussi la méthode Kanban, développée par David Anderson et enseignée par la Kanban University. Donc, ici, le mot Kanban, ça a plusieurs significations. Donc, il faut faire attention de quoi on parle. Mais le principe de visualiser, c'est vraiment l'utilisation du tableau. Et ici, une chose qui est importante, c'est que tous nos tickets, nos post-it sur le tableau ne sont pas des cartes Kanban, comme on pourrait le voir dans le système Toyota. Donc, la méthode, c'est visualiser d'abord, ensuite limiter le travail en cours, dans le jargon, le WIP, et gérer le flux de travail. Donc, à partir du moment où on a un point d'engagement, un point de livraison. Donc, vous voyez ici la distinction entre la colonne backlog et les autres colonnes, ainsi que terminé. WIP infini. Et ici, on a le point d'engagement et c'est là qu'on entre dans le système. Et à la fin, on sort du système. Donc, entre les deux, on doit limiter le travail en cours. Maintenant, secret numéro 1. Allons droit au but. Kanban est plus ancien que le mouvement agile. Et l'origine date, en fait, je vais vous résumer les 100 dernières années d'histoire en quelques minutes. Je vais aller assez vite. On commence avec la chaîne de montage aux États-Unis. Ensuite, plus tard, chez Toyota au Japon, on a développé des techniques qu'on a appelées Toyota Production System. Et c'est de là qu'est né les systèmes à flux tiré et l'utilisation du Kanban pour les chaînes de montage. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, il faut voir qu'après la guerre, le Japon, l'économie était complètement anéantie. Et par la suite, on a un monsieur Deming qui est allé aider le Japon à reconstruire leur industrie. Et par la suite, chez Toyota, on revient chez Toyota, il y a eu l'évolution du Toyota Production System qui est devenu éventuellement Lean pour nous. Mais il y a M. Taiichi Ohno, l'inventeur des flux tirés et du système Kanban. En fait, la première traduction en anglais de son ouvrage date de 88, donc c'est relativement récent. Et ensuite, on a la première utilisation du mot Lean en 1990. Dans les années 80 et 90, on a eu le mouvement, on a eu Six Sigma qui a été déposé en 93 et par la suite le mouvement Lean Six Sigma dans les années 90. Et donc, Lean Six Sigma utilise aussi des tableaux Kanban. Maintenant, le mouvement agile s'est développé en parallèle avec tout ça. Donc, dans les années 90, le Scrum, Extreme Programming et l'autre. Mais où est Kanban dans tout ça? Eh bien, Kanban est plus récent en tant que méthode agile ou approche agile. Donc, la méthode Kanban développée par David Anderson. Les premières expériences chez Microsoft 2004-2005
Première conférence 2007 et publication de son livre 2010, Fondation de la Kanban University 2011. Donc, relativement récent dans l'histoire de l'agilité qui date de maintenant plus de 20 ans. Et donc, on peut le voir aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez le State of Agile, une espèce de sondage annuel sur l'état des lieux de l'agilité. Et donc, si on regarde depuis 2007, où on a commencé à prendre note avec ce sondage, le Scrum qui est commencé autour de 40 %, qui est maintenant autour de 60 % d'utilisation. Et on va voir apparaître le Kanban seulement qu'en 2012 sur cette échelle, sur cette ligne du temps. Et donc, de là, aujourd'hui, en 2022, on est autour de 8 % d'utilisation. Donc, le Scrum est encore très, très répandu et le Kanban, beaucoup moins. Et donc, on voit ici avec la sortie du livre et la fondation de la Kanban University. Donc, c'est seulement que l'année suivante que le Kanban est apparu dans le rapport State of Agile. Et on peut voir aussi Extreme Programming qui a vraiment beaucoup perdu et qui aujourd'hui se retrouve à environ 2 ou 3 %. Donc, le secret numéro 1, en fait, c'est la méthode Kanban est à ce jour encore peu maîtrisée par la majorité des agilistes. Et là, ici, ce n'est pas une critique, c'est vraiment une invitation à l'amélioration. Moi-même, jusqu'en 2015, je n'avais aucune idée de l'existence de Kanban. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, à donner de la formation sur l'agilité, je me suis vite buté à des équipes, des gens qui m'ont dit « mais ça ne fonctionnera pas le Scrum chez nous, c'est impossible. On ne peut même pas verrouiller un sprint d'une semaine. Nos priorités changent quotidiennement, peut-être plusieurs fois dans la même journée. » Et donc, j'ai cherché une alternative et à force de discuter avec des collègues, c'est là que j'ai appris l'existence du Kanban et je me suis lancé, j'ai étudié ça et depuis 2017 que je donne la formation. Deuxième secret, la plus grande source de gaspillage est le surplus d'inventaire. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On n'a pas d'inventaire. Voyons ça ensemble. Donc, de Lean nous viennent les 8 formes de gaspillage que peut-être vous connaissez déjà. Je vais aller rapidement. Talent inutilisé, surproduction, les délais d'attente, le transport, traitement superflu ou supplémentaire dans votre flux de travail. L'inventaire, je l'ai mentionné, les anomalies, les défectuosités, le mouvement des gens versus le transport de l'autre côté, le transport des produits ou des matériaux. Donc, l'inventaire, en quoi est-ce que ça nous concerne? Parce que si on travaille dans le knowledge work, le travail du savoir, on n'a pas d'inventaire. Creusons un peu la question. Donc, Taiichi Ohno, créateur du Juste à temps, lui nous dit que la plus grande source de gaspillage est le surplus d'inventaire. Donc, le surplus d'inventaire, ça veut dire un entrepôt qui est plein. Ça veut dire des ventes à perte. Pour ceux et celles qui ont peut-être déjà travaillé dans le commerce de détail, avoir trop d'inventaire, il faut un jour s'en défaire. Il faut vendre, il faut écouler les stocks pour faire la place. Et il se rajoute à ça la théorie des contraintes. Il faut considérer l'inventaire comme une dette et non un actif. Est-ce qu'il y a des comptables dans la salle? Personne? Tant mieux. Parce que la majorité de nos problèmes sont dus aux comptables. Pourquoi? Parce que l'inventaire dans la comptabilité occidentale, c'est un actif. Les Japonais nous disent non, c'est une dette. Il faut considérer l'inventaire comme une dette. Il faut se débarrasser de la dette, de l'inventaire. Et donc, c'est le principe du flux tiré qui va nous aider. Vous connaissez les flux tirés. Vous le vivez tous les jours. Si vous faites votre épicerie au supermarché, si vous allez au restaurant, c'est un flux tiré. Sur les tablettes, il n'y a pas d'excès d'inventaire.
on a rempli la tablette juste assez. Au restaurant, on ne peut pas remplir le restaurant avec plus de personnes que la capacité du restaurant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'un flux tiré? En fait, si on fait la distinction entre un flux poussé et un flux tiré, le flux poussé, dans beaucoup d'organisations IT, une estimation de la demande future va déterminer la quantité à produire. Bon, imaginons qu'on est dans une usine de fabrication. Donc, on fait une estimation et c'est la quantité que l'on va produire. Les travaux doivent être démarrés le plus rapidement possible et les ressources sont utilisées à pleine capacité. Et ici, quand je parle de ressources, c'est potentiellement des machines. Par extension, on peut inclure des humains dans certaines organisations. Le flux tiré, la demande détermine la quantité à produire. La demande va nous guider. Les travaux sont démarrés seulement s'il y a de la capacité disponible. Donc, pour travailler, ça nous prend une demande et de la capacité. Et l'utilisation du Kanban permet un réapprovisionnement juste à temps, donc ce qu'on appelle le just-in-time, qui nous vient aussi de Toyota Production System, juste à temps des stations de travail pour éviter l'arrêt de la production. Donc ici, encore une fois, je suis dans un contexte production manufacturière. Et la carte Kanban devient le signal visuel qui nous permet de commander un réapprovisionnement. Je vous donne un exemple avec un visuel. Donc, imaginez vous êtes à une station de travail sur une chaîne de montage, vous avez une certaine quantité d'une pièce quelconque que vous utilisez. Imaginons que vous avez des boîtes de ces pièces et vous utilisez, par exemple, une boîte par semaine. Donc, si vous conservez 12 boîtes en stock, probablement vous faites un réapprovisionnement à chaque 3 mois. Mais là, on va utiliser le système Kanban. On va venir insérer, avec une quantité minimum en stock, la carte. Et lorsqu'on aura écoulé, par exemple, les 8 premières, on va découvrir la carte Kanban et on va initier un réapprovisionnement. Donc, on va prendre la carte, on va la transporter, on va l'amener à une personne responsable de l'approvisionnement. Et cette personne va venir réapprovisionner notre station de travail. Évidemment, pendant que la carte se déplace, pendant qu'on attend le réapprovisionnement, on continue d'utiliser l'inventaire. Donc, c'est possible que ça diminue, mais on a bâti notre système de façon judicieuse qu'on va réapprovisionner juste à temps pour éviter l'arrêt de la chaîne de montage. Et donc, éventuellement, la personne revient, elle va remplir l'inventaire, va repositionner la carte. Donc, c'est comme ça que le système fonctionne dans une usine. Et le but, c'est pas de surplus autour. Donc, pas de surplus autour de la chaîne de montage, parce qu'on ne veut pas avoir trop de stock. Ça empêche le mouvement, ça peut causer des accidents et surtout du gaspillage. Parce que si, entre-temps, on décide qu'on arrête la production de ce modèle ou de ce produit, eh bien, on ne veut pas avoir trop d'inventaire d'une certaine pièce qui ne sera plus utilisée. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? On n'a pas de chaîne de montage, on n'a pas d'inventaire. Eh bien, le secret, c'est le suivant. Votre travail en cours est l'inventaire. Donc, si vous comprenez ce concept, vous venez de sauver votre entreprise. Le travail en cours est l'inventaire. Il faut, encore une fois, diminuer l'inventaire, éviter le surplus d'inventaire et se débarrasser de l'inventaire le plus possible. Donc, le but dans votre organisation, ce n'est pas de démarrer des projets, c'est de finir des projets. C'est plus important de finir des projets que de démarrer des projets. Et dans beaucoup d'organisations, on met beaucoup d'efforts à démarrer, très peu à finir. Donc, je vous invite à garder ça en tête. Vaut mieux finir avant de commencer. C'est l'adage de la Kanban University.
Stop starting, start finishing. Arrêtez de commencer, commencez par finir. Donc, dans votre tableau Kanban, l'inventaire, il est ici, entre le point d'engagement et le point de livraison. Et c'est pour ça qu'on doit limiter, pour ne pas excéder un certain seuil, pour s'assurer de créer une fluidité dans notre flux de travail. Donc, c'est ça le secret numéro 2. Votre travail en cours est votre inventaire, il faut le traiter comme une dette. Prochain secret, Scrum ou Kanban, quelle approche est la meilleure? Je suis sûr que c'est une question que vous avez déjà eue ou que vous vous êtes déjà posée. Donc, selon vous, Scrum ou Kanban? Qui vote pour Scrum? Qui vote pour Kanban? Qui ne le sait pas? Donc, commençons par revenir sur le principe du flux tiré. Donc, flux tiré ou flux poussé. Le meilleur exemple, c'est l'épicerie. Le flux tiré, chez vous, à la maison, combien de pots de mayonnaise vous avez? Vous en avez juste assez. Pourquoi? Parce que si vous en manquez, vous savez que vous pouvez aller en chercher à l'épicerie. Et combien il y a de pots sur la tablette? Il y en a juste assez. Parce que s'il manque de pots de mayonnaise, et bon, là, c'est des yaourts, mais si on manque de pots de yaourt sur les tablettes, il y en a en stock en arrière, dans l'entrepôt du magasin. Donc, on peut aller en chercher. Et combien il y en a dans l'entrepôt du magasin? Il y en a juste assez. Parce que s'il en manque, on aura un réapprovisionnement du fournisseur. Le contraire, c'est le flux poussé. Vous connaissez peut-être la livraison de produits à la maison. Ça, c'est un flux poussé. C'est-à-dire que vous vous abonnez, on vous amène une boîte à chaque semaine. Que vous consommez ou pas, on vous amène une boîte à chaque semaine. Et donc, ici, on est en train de créer un système qui va probablement créer du gaspillage. Et il y a de plus en plus de systèmes d'abonnement comme ça pour différents sujets. Et on vous pousse une boîte à la maison à toutes les semaines ou à tous les mois. Et ça provoque nécessairement des systèmes qui créent du gaspillage. Alors, voyons quelques exemples. Ici, si vous avez un restaurant, par exemple, vous avez potentiellement une file d'attente. Pourquoi? Parce que votre capacité, elle est limitée. Vous avez un certain nombre de gens à la cuisine, vous avez un certain nombre de serveuses, et votre travail en cours, c'est vos clients qui sont assis et qui attendent leur plat. Et donc, la file d'attente, elle est potentiellement illimitée et infinie. Potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il y a une infinité de gens dehors, mais le potentiel est là. Alors que la capacité du système, elle est limitée. Maintenant, si vous n'avez pas de file d'attente et que vous acceptez tout le monde, il y a quelqu'un qui se pointe à l'entrée, pas de problème, entrez dans le restaurant. Même si vous n'avez pas de table disponible. Peut-être qu'aujourd'hui, un des serveurs est malade. Vous avez une capacité diminuée. Donc, peu importe ce que vous faites, votre capacité reste toujours limitée. Ce que ça va provoquer, c'est que vos travailleurs deviennent débordés. Les délais deviennent imprévisibles et infiniment longs. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de file d'attente, votre WIP, votre travail en cours, devient potentiellement illimité et infini. La capacité, elle, ne l'est pas. Elle reste limitée et finie. Donc, les délais vont se rallonger. Maintenant, c'est pour ça qu'un restaurant a une file d'attente. S'il n'y a pas de capacité à l'intérieur, on doit attendre son tour ou prendre des réservations. Donc, en Kanban, on ne prend pas de réservation. On a une file dehors. Les gens peuvent entrer s'il y a de la capacité. Donc, on a de la demande et de la capacité. Maintenant, c'est possible que la file d'attente est vide ou c'est possible qu'elle se remplisse tellement que les gens deviennent impatients et décident de quitter. Et c'est correct. C'est correct. Maintenant, le Scrum, c'est semblable. Mais ici, on prend des réservations et on va plutôt prendre des réservations de groupe.
Donc, peut-être que durant la soirée, on a 2, 3 ou 4 services. Et donc, chaque service, c'est comme un sprint. Donc, on accueille un groupe. Pendant une période de peut-être 90 minutes, on va servir ce groupe-là. Et quand le groupe est prêt à quitter, on nettoie et tout ça. Et ensuite, on peut accueillir un nouveau groupe. Donc, le Scrum permet le même principe de limiter le travail en cours avec une autre façon de faire. Donc, vous avez toujours une capacité qui est limitée. Et ici, c'est juste le principe de la file d'attente. Elle est, au lieu d'avoir une file individuelle, mais on a une file par groupe. Maintenant, concrètement, dans un système Kanban, on a notre backlog, c'est notre file d'attente. On a notre point d'engagement, notre travail en cours, et ensuite, on a la colonne terminée. Donc, comment on fonctionne pour être prévisible? On va démarrer notre compteur au moment où on a une prise en charge. On fait toutes les étapes, on respecte les limites et on arrête le compteur à la sortie. De là, on va accumuler des métriques. Et donc, pour chaque type de travaux, dans l'exemple ici, on a 2 types de travaux, le X et le Y, en bleu et en jaune. Bien, pour chaque type de travaux, nos métriques vont être différentes. Et de là, on peut découler un SLA. Donc, ce que ça veut dire, si quelqu'un demande quand est-ce que ça va être prêt, bien, on peut utiliser nos métriques pour de là découler une politique qu'on appelle le SLA, le Service Level Agreement, une entente de service. Et donc, on peut dire notre politique est, dans le cas des bleus, c'est 10 jours au moins avec 90 % de certitude. Bon, évidemment, c'est un exemple, mais basé sur nos métriques, on a accumulé une certaine historique, ce qui nous permet d'être prévisible. Les prochaines demandes devraient être quelque part dans ce portrait. Maintenant, en Scrum, le principe reste semblable. On a un backlog qui est notre file d'attente. On a un point d'engagement. Le point d'engagement, c'est au moment où on fait un sprint planning, on va amener dans notre première colonne, notre colonne affaires, un certain nombre d'éléments. Comment on détermine le nombre d'éléments? Bien, c'est basé sur notre vélocité. Donc, chaque demande dans la file d'attente va être estimée en points relatifs. Et basé sur notre historique, on peut déterminer que on a seulement une capacité de 75 points par sprint. Donc, on accueille 75 points dans notre sprint. Et à la fin, on devrait avoir tout terminé. Donc, combien de temps ça va prendre? Bien, ça va prendre un sprint à partir de la prise en charge. Donc, c'est la même chose si je reviens à Kanban. Notre métrique, elle est bonne à partir de la prise en charge. Donc, on a 2 informations à donner à notre demandeur, la personne qui dit combien de temps ça va prendre. 10 jours ou moins, avec 90 % de certitude, à partir de la prise en charge. Donc, il y a un délai de livraison, mais il y a potentiellement un délai de prise en charge. Je reviens au restaurant, il y a une file d'attente dehors, un nouveau client arrive, il y a déjà plusieurs personnes devant lui. Pas de souci, vous pouvez dîner ce soir, mais il y a un délai d'environ 1 heure avant d'avoir une table disponible. Donc, il y a un délai de prise en charge et ensuite un délai de livraison. C'est la même chose en Scrum. Le délai de prise en charge, bien, c'est peut-être au prochain sprint planning, on va pouvoir prendre en charge votre demande. Peut-être que le Product Owner va décider que ce sera dans 2 ou 3 sprints. Ça, c'est notre délai de prise en charge. Et ensuite, le délai de livraison, bien, c'est 2 semaines, c'est la durée du sprint. Donc, le secret numéro 3, Scrum ou Kanban, c'est la mauvaise question. Scrum est une forme de Kanban. Les principes restent les mêmes. La façon de les appliquer sont différents. Donc, quand quelqu'un vous demande qu'est-ce qui est le mieux, Scrum ou Kanban, c'est la même chose pour moi. Scrum est une forme de Kanban. Donc maintenant, le secret le mieux gardé. Kanban, c'est plus qu'une approche agile parmi d'autres. Et David Anderson nous dit Kanban, c'est seulement un nom. Et d'où est-ce que ça lui vient?
cette façon de l'expliquer? De nul autre que Bruce Lee. Bruce Lee qui avait inventé une forme d'art martial qui s'appelle le Jeet Kune Do, inspiré du Kung Fu chinois. Et il disait Jeet Kune Do, c'est seulement un nom, parce que la signification de Jeet Kune Do, c'est la voie du point qui intercepte. Et un jour, un de ses étudiants lui demande « Comment se fait qu'on fait des coups de pied? » Mais Jeet Kune Do, c'est seulement qu'un nom. Kanban, même combat. Kanban, c'est seulement un nom. C'est beaucoup plus profond. Ça veut dire signal visuel. Et c'est là qu'on peut faire une distinction entre un cadre, on parle du cadre Scrum, et de la méthode Kanban. Quelle est la différence? Un cadre, il faut suivre une structure établie. Comme si vous achetez un meuble chez IKEA, il faut suivre les instructions. Il y a une structure qui est établie. Voici la structure. Il y a un petit peu de flexibilité, mais attention, si vous improvisez trop, ça ne marche pas. Ça, c'est le cadre. La méthode, vous allez chez Brico Dépôt, vous achetez votre bois, votre colle, votre peinture, vos vis, et vous fabriquez votre meuble. Kanban, c'est exactement ça. C'est comme Brico Dépôt. Vous fabriquez votre cadre qui est sur mesure pour vous. Kanban est aussi fractal. Il y a plein de choses qui se rattachent à Kanban. On peut faire du Kanban individuel, du Kanban d'équipe. On peut parler du Kanban en amont aussi, qui permet de préparer la file d'attente, préparer votre backlog. On peut utiliser le Kanban pour un service, pour un produit. On a aussi les Flight Levels qui ont été décrits par un Klaus Leopold, autrichien. Son livre super intéressant, Rethinking Agile. Le sous-titre, « Pourquoi les équipes agiles n'ont rien à voir avec l'agilité d'affaires ». Quand vous amenez l'agilité dans une organisation, le but, ce n'est pas de créer des équipes Scrum ou des équipes agiles. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'atteindre une agilité d'affaires, Business Agility. Il y a aussi le KMM. C'est un modèle de maturité organisationnelle inspiré du CMMI, pour ceux qui connaissent, qui permet aux coachs comme nous, comme vous, coachs, gestionnaires, managers, ça vous permet de guider votre évolution vers l'agilité d'affaires. Il y a aussi le cadre Fit for Purpose qui a été développé en parallèle. Fit for Purpose, c'est une expression britannique qui veut dire est-ce que nous sommes adaptés à la raison d'être? Est-ce qu'on a tous les moyens? Est-ce qu'on a mis tous les moyens en place pour y arriver? Et donc, on va parler à travers ça, à travers la méthode Kanban, pas seulement de la gestion quotidienne des post-it, on va parler de leadership, de prise de décision, de maturité organisationnelle, de cohérence. On va se poser les bonnes questions pour y arriver, pour atteindre notre agilité d'affaires. Et donc, c'est une approche profonde qui repose sur des principes puissants. Donc, derrière, il y a la théorie des contraintes, il y a les principes de flux tiré, il y a le Toyota Production System. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà enseignés depuis plus de 60 ans sur lesquels la méthode Kanban se repose. Et donc, c'est mon dernier secret, la méthode Kanban est conçue pour l'atteinte d'une agilité d'affaires à l'échelle de l'organisation. Donc, la méthode, elle est bâtie pour être utilisable à tous les niveaux, que vous soyez au niveau d'une équipe, que vous soyez au niveau d'un portfolio de projets ou de services ou de produits, autant au niveau stratégique. Donc, vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux de votre organisation. Ça devient en soi son propre cadre d'agilité à l'échelle. Et c'est très simple parce qu'à chaque niveau, les principes restent les mêmes. Limiter le travail en cours pour fluidifier votre flux de travail. Finir les choses avant de les démarrer. Tout simplement.